je vous souhaite une très belle année, une année aussi dynamique et constructive que l'année 2022 pour la délégation. On a eu des belles réussites, des travaux qui nous ont extrêmement occupés et qui nous ont aussi impactés psychologiquement, je pense, dans la manière de mener ces travaux. Je pense forcément à l'industrie pornographique. Je remercie tout le monde pour son investissement sur ce sujet. Et eh bien, cette année, on a décidé de travailler sur la santé des femmes au travail. À un moment où on parle du sujet des retraites, ça me paraît tout à fait intéressant d'envisager ce thème. Et puis, forcément aussi, la parentalité dans les territoires ultramarins. C'est les deux gros dossiers qu'on avait choisis en début d'année. Donc, merci à tous d'être là ce matin déjà pour cette première audition de 2023. Je souhaite évidemment remercier, comme d'habitude, l'équipe qui m'entoure et souhaiter la bienvenue à l'équipe ne gagne pas en parité là non plus, semble-t-il, puisque Guy Moineau est parti à la communication et donc Caroline Plavant nous a rejoint. Donc bienvenue à Caroline, on est très heureux de vous accueillir dans cette délégation qui ne chôme pas et qui des sujets qu'on embrasse toujours avec beaucoup de consensualité, si je peux m'exprimer ainsi, et c'est toujours intéressant, quels que soient les groupes politiques auxquels nous pouvons intervenir, les relations sont extrêmement apaisées et les rapports sont souvent votés à l'unanimité. S'il y avait eu un rapport sur les retraites, peut-être qu'il ne l'aurait pas été. C'est une boutade. Voilà. Alors, mesdames, à nous, chers collègues, mesdames et messieurs, nous poursuivons ce matin nos travaux sur la thématique santé des femmes au travail avec deux rapporteurs pour l'instant. La troisième va arriver, je pense. Et Laurence Rossignol a été excusée. Donc, Laurence Cohen qui va nous rejoindre, je pense, Annick Jacquemet qui est présente et Marie-Pierre Richer. Je suis très heureuse d'accueillir deux chercheuses de l'Institut national d'études démographiques de l'INED, Émilie Counil, spécialisée dans l'étude des inégalités sociales de santé et de leurs liens avec le travail et l'environnement, et Constance Beaufils, auteure d'une thèse sur l'inactivité professionnelle au cours du parcours de vie, un déterminant social de la santé des femmes aux âges élevés, réalisée à l'Université de Paris-Saclay. C'est à ce moment-là que Laure Darcos fait son entrée, et Saclay, c'est un territoire qui lui parle forcément. Voilà. Et à l'INED. Je dois excuser Anne Lambert, qui devait également être présente, mais ne peut malheureusement pas être parmi nous. Elle nous a cependant transmis des documents présentant ses recherches sur les horaires atypiques de travail et sur les conditions de travail des femmes durant la crise sanitaire. Donc, merci à vous, mesdames, pour votre présence matinale ce matin. Vous nous présenterez les résultats de vos travaux de recherche portant sur les thématiques qui nous intéressent plus particulièrement, à savoir les parcours professionnels et conditions de travail des femmes et leurs conséquences sur la santé, l'exposition des femmes aux risques et maladies professionnelles, la prise en compte de leur état de santé général, de leur grossesse et de leur maladie dans le milieu professionnel. Et à ce moment-là, j'accueille Laurence Cohen, troisième rapporteure, présente ce matin. Les problématiques de santé mentale, charge mentale et risque de burn-out. Nous sommes particulièrement intéressés par les statistiques et les données que vous pourrez nous communiquer au cours de cette audition. La richesse des données recueillies par l'INED à l'échelle nationale sera une source précieuse pour nourrir ce rapport. N'hésitez pas à nous transmettre également des documents écrits complémentaires après cette audition, mesdames. S'agissant des risques professionnels, nous avons pu constater que les femmes étaient de plus en plus sujettes aux accidents de travail comme aux troubles musculo-squelettiques, auxquels elles sont d'ailleurs 2 fois plus exposées que les hommes. En revanche, les cancers d'origine professionnelle restent souvent sous-évalués chez les femmes. Émilie Counil nous présentera les résultats de ses travaux sur cette question. Des travaux de l'INED conduits par Anne Lambert ont également mis en évidence l'exposition croissante des femmes aux horaires atypiques de travail, horaires de nuit, tôt le matin, tard le soir ou le week-end, avec des conséquences néfastes sur leur qualité de vie et leur santé. Une étude de l'IRSEM a par ailleurs montré une augmentation de 26% du cancer du sein dans le cas du travail de nuit. Vous nous direz comment tenir compte de ces inégalités de genre en matière de prévention et de réparation des maladies professionnelles.
Nous nous intéresserons également aux liens entre conditions socio-économiques et santé physique et mentale des femmes. Les femmes sont ainsi 2 fois plus exposées que les hommes au risque de dépression. Enfin, Constance Beaufils nous présentera ses travaux de thèse sur les conséquences d'épisodes d'inactivité professionnelle sur la santé des femmes âgées. Donc je vous laisse sans plus tarder la parole. D'abord, je crois, Émilie Counil qui va intervenir. Et donc, je vous laisse vous organiser ensuite. Et donc, on vous écoute, mesdames. J'appuie là. C'est parfait, okay. Ça marche. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à monsieur. Merci beaucoup pour l'invitation tout d'abord. Donc, je commencerai mon propos liminaire par une précaution préalable et un avertissement. Donc la précaution d'abord quant au sujet de la sous-évaluation des questions de santé au travail chez les femmes. Il faut se rappeler que des chercheuses, c'était surtout des femmes, se sont intéressées de longue date, c'est-à-dire depuis les années 80 déjà, aux questions de santé au travail des femmes, y compris en France, de sorte qu'on ne peut pas parler de déficit de connaissances en général. Il faut distinguer les champs disciplinaires, notamment les sciences sociales, l'ergonomie, des autres disciplines plus biomédicales comme l'épidémiologie et la toxicologie, et même au sein des disciplines elles-mêmes, les domaines de spécialisation, la sociologie du travail, de la santé et du genre s'étant saisis de manière assez différentes de ces questions au cours du temps. Néanmoins, les problèmes des femmes demeurent encore largement invisibles, et ce, encore plus que ceux des hommes. Tandis qu'elles souffrent davantage d'usure physique et psychique, les hommes sont toujours plus exposés aux dangers visibles. Et pour autant, il ne faut pas oublier que la faible visibilité sociale et la faible prise en charge des atteintes à la santé liées au travail concernent les hommes aussi bien que les femmes, même si elles tendent à être plus marquées chez ces dernières. J'en donnerai des explications à partir de recherches conduites sur les cancers d'origine professionnelle. L'avertissement ensuite, quant à la nature des recherches sur lesquelles je vais m'appuyer. Donc les travaux que je vais résumer en quelques mots ont été conduits au début des années 2010 et au milieu des années 2010 au groupement d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle en Seine-Saint-Denis, le GISCOP 93. J'ai apporté mes compétences en épidémiologie au sein d'une équipe pluridisciplinaire où se côtoyaient médecins de santé publique et chercheuses en sciences sociales. C'est bien par le biais de ces frictions disciplinaires et par des apports conceptuels et méthodologiques qui étaient alors étrangers à ma discipline que j'ai pu faire évoluer mon propre regard de chercheuse et prendre conscience des biais de genre qui peuvent générer des points aveugles dans les connaissances en épidémiologie des risques professionnels et ainsi contribuer à renforcer les inégalités sociales en matière de prévention et de reconnaissance des atteintes à la santé liées au travail. Alors maintenant, un mot sur l'enquête dont il est question. Partant du constat d'une faible visibilité sociale des cancers d'origine professionnelle, l'équipe du GISCOP 93 s'est fixée pour objectif d'étudier les inégalités sociales de cancers liés au travail à partir d'une enquête de santé publique conduite en Seine-Saint-Denis. Le passé industriel de ce territoire, sa population longtemps ouvrière, son histoire migratoire, mais aussi la surmortalité par cancer observée au milieu des années 90, en faisait un terrain emblématique pour l'étude des inégalités sociales d'exposition professionnelle aux cancérogènes. Au début des années 2000, l'équipe de ce GIS a mis en place un dispositif d'enquête original considérant les personnes atteintes de cancer comme des sentinelles, indépendamment de leur passé professionnel. À partir du signalement par les hôpitaux partenaires, s'engageait alors une démarche de reconstitution des histoires professionnelles, fondée sur le recueil par entretien de l'activité de travail à chaque poste occupé, qui sert encore aujourd'hui de base pour l'expertise pluridisciplinaire des expositions à des cancérogènes connus. Lorsque les expositions retrouvées sont susceptibles d'ouvrir droit à une réparation en maladie professionnelle, un suivi prospectif est proposé afin de connaître et de faciliter les processus d'accès à l'indemnisation. La notion de parcours occupe ainsi une position centrale dans cette enquête. Parcours professionnel, parcours d'exposition et parcours de réparation sont patiemment documentés. Alors passons maintenant à quelques résultats de cette recherche. À partir des données accumulées au cours des 10 premières années de l'enquête sur plus d'1 millier de patientes et de patients atteints de cancer des voies respiratoires, nous avons pu tirer 4 principaux enseignements d'intérêt pour la commission. D'abord, les femmes avaient effectivement été moins exposées que les hommes à des cancérogènes professionnels. Toutefois, une proportion non négligeable de patientes avaient bel et bien été exposées et même multi-exposées au cours de leur parcours et même à certains postes de travail multi-exposés également. Elles présentaient d'ailleurs certains profils spécifiques de multi-exposition, retrouvés à l'occasion de situations souvent moins faciles à repérer, en lien avec les postes et les tâches spécifiques effectuées dans leur travail. Pour exemple, nous avons retrouvé une combinaison d'exposition à des agents biologiques et à des polluants organiques
qui ont été notamment liées à des activités de soins, mais aussi des activités de nettoyage dans lesquelles les femmes sont beaucoup plus représentées que les hommes. Ces profils s'inscrivaient en outre dans des parcours ou des carrières plus hachées, ne leur permettant pas de cumuler les durées ou les intensités requises par le système de réparation des maladies professionnelles fondé sur les tableaux de maladies professionnelles. S'ensuivait d'une part une moindre proportion de femmes éligibles à une déclaration en maladie professionnelle parmi les patientes exposées, et d'autre part à une moindre reconnaissance en maladie professionnelle parmi celles ayant voulu recourir à ce droit, impliquant en particulier une absence d'indemnisation de ces atteintes à la santé liées au travail. À ce sujet, il convient de rappeler que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dites statistiques de sinistralité, reflètent d'une part uniquement les travailleuses et travailleurs qui sont couverts par ce régime d'assurance sociale, dont sont notamment exclus les indépendants et indépendantes, et dont les AT-MP sont par ailleurs enregistrés dans un système d'information national ad hoc, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui pour les fonctionnaires d'État, qui ne sont pas couverts dans ces statistiques. Et d'autre part, il concerne uniquement les accidents du travail et les maladies professionnelles indemnisées. On peut donc tout au plus se baser sur ces statistiques pour rendre compte des écarts, notamment entre hommes et femmes, dans l'accès au droit à réparation, et non pas pour poser un diagnostic complet sur la nature et l'étendue des atteintes à la santé liées au travail parmi l'ensemble des actifs et actives et anciens actives et actifs. Pour finir ce rapide panorama, je soulignerai une autre inégalité structurelle qui concerne les femmes. Si leurs postes de travail comme leurs parcours sont effectivement moins souvent exposés et multi-exposés que ceux des hommes pour ce qui est des cancérogènes professionnels, nous avons pu observer que les nombreux mécanismes qui concourent à l'invisibilisation des liens entre travail et cancer chez les hommes sont renforcés chez les femmes par un certain nombre de biais dans la construction des connaissances, biais qui ont été appelés dans la littérature biais de genre. Ces biais, qui se traduisent en particulier par une moindre inclusion des types d'emplois occupés par les femmes et des femmes en général dans les enquêtes épidémiologiques portant sur les liens entre travail et cancer, questionnent l'effectivité de la prévention les concernant. Car sans connaître, comment prévenir ? Ils contribuent également certainement à forger les difficultés particulières que rencontrent les femmes dans l'accès au droit à réparation. La référence implicite suivie en santé au travail, mais aussi dans les connaissances scientifiques produites par l'épidémiologie, a ainsi longtemps été celle d'un travailleur masculin dont le genre était réputé neutre. Résultat, les pratiques de prévention ont été plus faibles et moins efficaces pour les travailleuses. Et le modèle de réparation, fondé sur les tableaux de maladies professionnelles, suit cette même logique. Or, comment attribuer une maladie à une seule exposition, devant du coup être massive pour pouvoir compter, lorsque la réalité du travail a été de cumuler des expositions diverses et de plus faible durée ou intensité au sein de parcours de plus en plus mouvants, pour partie précarisés. Sur cette question des parcours professionnels et des types de participation à l'emploi, Constance Beaufils a des éclairages précis à vous apporter quant à la place et au rôle ambigu de l'inactivité sur la santé des femmes aux âges âgés. Aux âges élevés, excusez-moi plutôt. Merci pour votre attention. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, je compte aujourd'hui vous présenter certains résultats de mon travail de thèse et notamment les directions qu'elle pointe en termes de santé publique en ce qui concerne les carrières à risque pour la santé. Donc, ma thèse, elle étudiait comment les interruptions de carrière féminines, souvent liées aux maternités, étaient liées à leur santé plus tard dans la vie, aux âges du vieillissement. Elle partait du constat qu'en dépit de la féminisation du marché du travail dans les années 1960, l'inactivité professionnelle continue de marquer les parcours de vie des femmes. Ce sont toujours quasi exclusivement des femmes qui réduisent leur temps de travail ou qui sortent de l'emploi au moment des maternités. Et l'inactivité professionnelle reste très fréquente dans certaines configurations familiales. Donc, par exemple, selon les données du recensement 2019, 20% des mères de 3 enfants ou plus sont en inactivité professionnelle et ce chiffre monte à 40% lorsque le plus jeune de ces enfants a moins de 3 ans. Donc, ce constat, il croisait celui des inégalités de santé entre les hommes et les femmes et celui de la spécificité, surtout des formes de la mauvaise santé féminine aux âges du vieillissement. Donc on sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais elles passent plus d'années avec des incapacités et avec des symptômes dépressifs. Donc leurs années supplémentaires sont des années en mauvaise santé. Je me suis alors demandé comment ces périodes d'inactivité professionnelle qui marquent les carrières féminines étaient reliées à leur chance de vieillir en bonne ou en mauvaise santé. Pour répondre à ces questions, j'ai utilisé les données de l'enquête santé et itinéraire professionnel de l'INSEE et les données de la cohorte épidémiologique Constance qui comporte 200 000 individus recrutés entre 2012 et 2017.
Ensuite, à partir d'analyses statistiques, j'ai pu identifier des parcours critiques pour leur vieillissement. En d'autres termes, j'ai pu identifier pour qui et dans quel cas des interruptions de carrière sont liées à des problèmes de santé plus tard. J'ai ensuite réalisé des entretiens biographiques auprès de 30 femmes âgées de plus de 50 ans et passées par l'inactivité qui m'ont permis de comprendre les processus situés derrière ces parcours critiques. Donc finalement, par ces analyses, j'ai identifié 3 marqueurs des parcours de vie féminins par lesquels des inégalités de santé se forment et sur lesquels des politiques publiques pourraient agir. Ce sont ces résultats-là que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Donc tout d'abord, que les femmes interrompent ou non leur emploi, des conditions de travail délétères, des emplois précaires et instables et des difficultés à articuler les rôles familiaux et professionnels sont associés à des problèmes de santé aux âges élevés. Donc globalement, combiner maternité et emploi tout au long du parcours de vie est lié à une meilleure santé. Les mères qui ont été toujours en emploi entre 18 et 50 ans, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, déclarent plus tard une meilleure santé perçue, mentale et fonctionnelle que celles qui ont interrompu leur emploi. Ces bénéfices en termes de santé concernent aussi les femmes séparées ou son conjoint. Ces résultats diffèrent donc en partie de ceux observés au Royaume-Uni ou aux États-Unis et semblent attester d'une articulation famille-travail globalement facilitée par les politiques familiales et sociales françaises. Toutefois, dans certains cas, rester en emploi semble tout de même lié à des risques de santé mentale. Notamment, on a identifié un cas de femmes qui sont devenues mères autour de 24 ans, soit un âge à peu près médian, intermédiaire pour ces générations-là. Et ces femmes, elles ont aussi passé du temps en charge d'enfants en bas âge. Et celles-ci donc, présentent des risques accrus d'anxiété plus tard. Cela suggère que faire durablement face à des conflits famille-travail à un moment de la carrière où se joue potentiellement l'avancement professionnel expose à des tensions qui se manifestent par des troubles anxieux plus tard aux âges du vieillissement. Des politiques qui réduisent des tensions famille-travail à ces périodes critiques de la carrière pourraient donc réduire des risques de vieillissement en mauvaise santé pour certains groupes de femmes. En outre, mes résultats montrent que les trajectoires d'emploi, qu'elles soient ou non interrompues, sont liées à des risques de santé fonctionnelle et perçus aux âges élevés lorsqu'elles sont composées de périodes d'emploi instables, de périodes d'emploi précaires et lorsqu'elles sont marquées par des expositions professionnelles. Pour rappel, les données de la DARES montrent que les femmes, ça recoupe en partie ce qu'a dit Madame Counil, mais les femmes donc, sont particulièrement exposées aux risques psychosociaux et aux contraintes organisationnelles, beaucoup plus que les hommes. Elles sont aussi très concernées dans certaines professions de la santé et des services aux particuliers par les contraintes physiques lourdes ou les expositions chimiques. Donc si à l'échelle de la population active, elles le sont moins que les hommes, exposés à ces contraintes physiques lourdes, à ces expositions chimiques, c'est surtout en raison de la distribution des emplois. Donc les femmes sont sous-représentées dans le secteur secondaire où se trouvent les professions aux pénibilités fortes qui sont bien identifiées dans les grilles de mesure. Les femmes sont aussi souvent confrontées à des contraintes physiques particulières, comme les gestes répétitifs et cadencés, qui sont associés aux troubles musculo-squelettiques. Ces conditions de travail délétères concernent d'autant plus les femmes qu'elles connaissent moins de promotion, notamment en lien avec l'inactivité professionnelle, et restent donc plus longtemps dans des emplois exposés. Ensuite, un deuxième résultat qui ressort dans ma thèse, c'est que des obstacles anticipés ou effectivement rencontrés au retour en emploi peuvent enfermer les femmes qui ont interrompu leur carrière dans des trappes à inactivité et ces trappes accompagnent plus tard des symptômes dépressifs. Donc en effet, les femmes qui ont connu des sorties définitives d'emploi à des âges précoces autour de la maternité présentent en général une moins bonne santé mentale aux âges élevés que celles qui ont connu une carrière continue. Elles déclarent plus souvent un épisode dépressif majeur et des consommations de psychotropes. En fait, les récits de vie que j'ai recueillis montrent que ces trajectoires traduisent pour l'ensemble des femmes une trappe à inactivité, c'est-à-dire qu'elles manifestent des difficultés vécues ou anticipées à se réinsérer sur le marché du travail sans subir un déclassement professionnel ou en exerçant un emploi avec des conditions de travail compatibles avec leur santé, puisqu'elles retournent plus tard sur le marché du travail avec un état de santé qui s'est potentiellement dégradé. Ces trappes à inactivité, ce que j'observe, c'est qu'elles concernent l'ensemble des femmes, quel que soit leur niveau de diplôme ou de qualification. Les plus qualifiées perçoivent une impossibilité à réintégrer leur métier antérieur, souvent en raison des évolutions de ces métiers et parce qu'elles pensent et considèrent avoir perdu leurs compétences. Elles pensent qu'il leur est impossible de retourner sur le marché du travail, donc sans subir un déclassement professionnel.
Les moins qualifiés perçoivent aussi une impossibilité à réintégrer leur métier antérieur. Mais en plus de ça, elles sont parfois contraintes économiquement de reprendre un emploi et tentent et échouent alors à plusieurs reprises de revenir sur le marché du travail, puisque les emplois qu'elles réintègrent sont plus souvent précaires ou incompatibles avec leur santé. Ainsi, des politiques publiques qui favorisent les retours en emploi des femmes sont nécessaires pour que celles-ci évitent de tomber dans ces trappes qui semblent critiques pour leur santé mentale plus tard dans la vie. Enfin, un autre résultat est que certains événements biographiques, comme une séparation conjugale par exemple, mettent en péril l'équilibre économique des femmes éloignées de l'emploi et donc, in fine, leur santé. Donc je m'explique, mes résultats montrent des cas où des interruptions longues ne sont pas liées à des problèmes de santé aux âges élevés. Par exemple, pour les femmes plus diplômées ou dont le conjoint est cadre, les interruptions longues ou définitives ne sont pas toujours liées à des problèmes de santé plus tard dans la vie. En fait, les conséquences économiques de ces interruptions sont pour ces femmes réduites, soit par leur patrimoine, soit par le revenu de leur conjoint. Et les conséquences de l'inactivité en termes d'identité sociale peuvent être amorties par les nombreux loisirs et engagements associatifs de ces femmes. Toutefois, mes résultats montrent que cet équilibre des femmes en inactivité professionnelle est fragile et peut être remis en cause par des événements comme des séparations ou par exemple un accident lié à la situation professionnelle de leur conjoint. En effet, j'observe dans ma thèse que l'absence de conjoint aux âges élevés accentue les risques de mauvaise santé mentale portés par une longue période d'inactivité professionnelle passée. En fait, l'absence de conjoint contraint les femmes qui ont interrompu leur carrière à se maintenir en emploi coûte que coûte aux âges tardifs. Elles ont moins de marge de manœuvre pour réduire leur temps de travail ou partir en retraite plus tôt lorsque les conditions d'exercice de leur emploi sont incompatibles avec leur santé. Et elles ont moins de marge de manœuvre parce qu'elles n'ont pas suffisamment cotisé. Aussi, pour les femmes en couple avec un ouvrier, les trajectoires de sortie définitive ou les interruptions longues sont liées à encore plus de risques de mauvaise santé mentale plus tard. En fait, pour elles, l'inactivité professionnelle amène une dépendance économique vis-à-vis du revenu de leur conjoint. Or, les ouvriers sont plus susceptibles de connaître des accidents de travail ou des arrêts maladie. Dès lors, pour ces femmes, l'inactivité professionnelle supprime un filet de sécurité économique et fait courir le risque d'épisodes de difficultés économiques importants et récurrents, épisodes qu'on sait liés à la santé des individus. Donc, dans la mesure où ces événements qui catalysent les risques liés aux périodes d'inactivité professionnelle tendent à devenir plus fréquents, comme les séparations conjugales, encourager le maintien des femmes en emploi constituerait une politique de santé publique. Ceci pourrait passer par la réduction des contraintes qui l'empêchent, soit, d'après la littérature, les contraintes liées à l'organisation du travail, au mode de garde, à la disponibilité du conjoint et à la répartition du travail au sein du foyer. Ainsi, pour conclure, ma thèse montre que les interruptions d'emploi des femmes au cours de leur carrière constituent des enjeux de santé publique par les trappes à inactivité professionnelle sur lesquelles elles peuvent déboucher et par les risques dont elles sont porteuses en cas de séparation ou d'accident liés à la situation d'emploi du conjoint. Les expositions professionnelles, les conditions d'emploi précaires et les tensions famille-travail à des moments charnières de la carrière sont d'autres leviers qui ressortent comme cruciaux pour réduire les inégalités de santé aux âges élevés et dont les risques peuvent se cumuler avec ceux liés aux interruptions d'emploi. J'espère que mon propos a été clair et je me tiens à votre disposition pour donner plus de précisions ou d'informations. Eh bien, merci, mesdames, pour ces propos qui déjà nous éclairent sur différents sujets, à la fois l'organisation du temps de travail, les contraintes, l'identification de la pénibilité du travail aussi. On le voit à travers, on le ressent à travers vos propos. Il n'y a pas forcément, on ne s'est pas toujours intéressé à la santé des femmes au travail. On s'y est intéressé aussi différemment de la santé des hommes au travail parce qu'il y avait cette visibilité qui n'était pas la même aussi. Donc, je vais, j'imagine, laisser la parole au rapporteur parce que le sujet est d'importance. On aborde, je l'ai dit dans mon propos liminaire, le sujet des retraites et forcément tout ce que vous venez de dire fait écho aussi à ce parcours de travail et de retraite possible à l'issue. Donc je ne sais pas qui souhaite prendre la parole de nos trois rapporteurs présents. Laurence Cohen d'abord, on va démarrer par Laurence Cohen.
Bonjour, merci beaucoup mesdames pour vos propos introductifs. Oui, moi j'ai quelques questions à vous poser parce qu'il y a des données que vous nous avez livrées ce matin qui, en tout cas, moi, m'ont interrogé. J'aimerais avoir plus d'éléments sur le sujet. Vous avez beaucoup insisté, me semble-t-il, en tout cas moi c'est ce que j'ai retenu, sur les conséquences des différentes tensions au travail ou période d'inactivité par rapport à la santé mentale. Et vous avez beaucoup moins insisté sur les troubles qu'il peut y avoir, musculo-squelettiques ou autres accidents du travail, puisqu'on sait par exemple que au niveau des accidents du travail, il y a une égalité entre les travailleurs, parce que je peux dire travailleurs parce qu'ils sont vraiment très majoritaires dans le bâtiment, et les aides à domicile, par exemple. Donc vous n'avez pas du tout abordé la question, donc je voudrais avoir peut-être plus d'éléments. Est-ce que c'est un parti pris ou est-ce que c'est effectivement par rapport aux données que vous avez pu recueillir? On sait que les risques psychosociaux, quand on s'y penche, eh bien, il y a 31% des femmes qui sont en situation de tension au travail contre 27% des hommes. Donc ça peut expliquer en partie, mais pas que. Donc j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Deuxième élément, vous n'avez pas du tout abordé par rapport justement aux conséquences qu'il pourrait y avoir plus tard au niveau psychique, les violences sexuelles et sexistes que subissent les femmes au travail et qui restent quand même beaucoup encore un tabou, voire qui sont déniés au niveau d'un certain nombre d'entreprises, donc où on voit que quand les femmes subissent ce genre d'agression, eh bien c'est souvent elles qui doivent quitter, et quand je dis souvent, c'est vraiment très 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 majoritaire, qui doivent quitter l'entreprise et pas l'agresseur. Donc là aussi, j'aimerais savoir pourquoi en fait vous n'avez pas abordé particulièrement cette question. Et quand vous parlez donc de la différence, c'est très intéressant quand vous dites en fait les femmes qui ont eu des enfants, qui ont continué leur carrière professionnelle, ont moins de problèmes de santé que celles qui ont interrompu pendant un temps important. Mais là encore, je pense qu'il y a, alors vous l'avez dit un peu, mais je pense qu'aussi il y a évidemment tout ce qui se vit au niveau du travail, mais il y a aussi tout l'environnement après social, économique, auquel les femmes doivent faire face dans leur vie personnelle. Vous l'avez un petit peu abordé, me semble-t-il, à la fin, mais là peut-être aussi avoir plus d'éléments. Et la toute dernière question, je suis désolée, j'en pose beaucoup, mais c'est vrai que ça m'a rendu... ça a été très intéressant. En fait, donc on peut dire de manière très précise qu'il n'y a pas un déficit de recherche au niveau justement comment dirais-je, de la santé des femmes au travail. C'est-à-dire il y a eu des chercheuses qui ont beaucoup travaillé, donc les travaux sont là. Moi, je m'interroge, parce qu'hier, j'étais sur Public Sénat, et ce qui ressortait quand même avec les interlocutrices qui étaient présentes, justement les interlocutrices. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux de recherche, il y a beaucoup de chercheuses, mais ça n'a pas l'air d'intéresser l'ensemble de la société. Ça intéresse exclusivement, éventuellement, les femmes, mais pas au-delà. Désolé, mon cher collègue, il y a des exceptions. Et si on veut arriver à faire des progrès, il faut que ce soit toute la société qui se sente concernée. Voilà, désolé, j'étais un peu longue, mais ça m'a beaucoup interrogée. Merci en tout cas. Merci, Madame la rapporteure, pour ces premières questions. C'est vrai que on se regardait au moment de votre exposé et il y a des choses qui nous interpellent. Et je vais compléter peut-être et vous laisser répondre à cette première série de questions sur la santé des femmes au travail qui serait meilleure que la santé des femmes qui n'auraient pas travaillé. Donc, est-ce que vous pouvez préciser la question qui était posée par Laurence Cohen? Est-ce que c'est parce qu'il y a meilleur suivi lorsque les femmes travaillent avec
la médecine du travail? Est-ce que c'est parce qu'elle développe... Non, mais c'est une question. Une question ouverte. Je n'ai pas de jugement pour le moment. Est-ce que c'est lié à des choses qu'elle développe parce qu'elle ne travaille pas, la sédentarité, etc. C'est quoi les motifs de cette différence de santé? Merci. Je vais commencer par répondre à toutes ces questions vis-à-vis de l'inactivité. Je vais commencer par répondre à la dernière parce que je pense que ça permet de préciser mon propos. Donc en fait, il y a plusieurs mécanismes qui sont susceptibles de lier les interruptions à la santé et c'est ce qui fait qu'au début, j'avais du mal à anticiper les résultats que j'obtiendrais par mes analyses statistiques. En fait, l'inactivité professionnelle, elle peut être néfaste pour la santé des femmes par ses conséquences sur leurs ressources économiques, sociales et aussi symboliques. Donc, effectivement, l'inactivité amène un manque à gagner à l'instant T, mais aussi à la retraite. Et donc, on sait que les inégalités économiques débouchent directement sur des inégalités de santé, des inégalités sociales de santé. Donc, il y a surtout un mécanisme économique qui fait que, tout simplement, les femmes qui sont passées par l'inactivité professionnelle font plus face à des risques de difficultés économiques qui débouchent ensuite sur de la mauvaise santé. Ensuite, il était aussi dit que l'inactivité professionnelle, effectivement, pouvait mener à de l'isolement social. Donc ça, je ne l'ai pas retrouvé parce que j'ai trouvé que les femmes qui ne sont pas en emploi s'engagent parfois dans des associations, ont des réseaux d'amis qui parfois ont la même situation d'emploi qu'elles. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé. En revanche, ce qui est très fort et qui ressort énormément, c'est le stigmate lié à l'inactivité professionnelle. Et donc c'est ça qui est au centre de mon argument pour relier la santé mentale avec ces périodes d'inactivité professionnelle. Donc la plupart toutes les femmes, qu'elles soient non qualifiées, très diplômées, peu diplômées, quelle que soit donc leur position sociale, rapportent et décrivent des remarques ou des jugements vis-à-vis de leur situation d'emploi. Et une partie d'entre elles disent avoir honte et avoir parfois caché leur situation d'emploi. Donc c'est par ces mécanismes-là, à la fois économiques et symboliques, que j'interprète ces risques de santé dont sont porteuses les interruptions de carrière. Effectivement, autre chose que j'anticipais, c'était que l'inactivité professionnelle aurait pu protéger la santé des femmes des risques liés aux expositions professionnelles. Toutefois, on peut aussi se dire que la sphère domestique n'est pas épargnée par ces expositions professionnelles, c'est juste qu'on ne les mesure pas. Donc effectivement, il n'y a aucune enquête qui permette de documenter des expositions, des pénibilités auxquelles les femmes feraient face dans la sphère privée. Donc on a des enquêtes conditions de travail, mais qui s'appliquent seulement pour les employés. On peut toutefois imaginer que si on reproduisait cette enquête conditions de travail pour les femmes qui ne sont pas en emploi, on trouverait aussi des sources de pénibilité et d'exposition dans la sphère domestique. Et donc on sait bien qu'il y a, mais je n'ai pas les chiffres particuliers, des expositions, des accidents du travail dans la sphère domestique liés à l'exécution de tâches parentales et domestiques. Donc voilà pour la dernière question. En ce qui concerne les liens avec la santé mentale, c'est surtout une question de données, effectivement. Donc moi, j'ai observé 3 indicateurs de santé qui sont des indicateurs généraux déclarés par les femmes elles-mêmes. Ces indicateurs, c'est la mauvaise santé perçue. Donc c'est une question où on demande aux femmes si elles jugent que leur état de santé est bon, est très bon, bon, moyen, mauvais ou très mauvais en général. Donc ça peut sembler être un indicateur très subjectif et peu fiable, mais il se trouve que c'est l'indicateur qui est l'un des indicateurs les plus corrélés à la mortalité plus tard. Donc en fait, c'est un assez bon indicateur qui documente à la fois la santé physique et mentale, puisque les gens intègrent ces 2 dimensions lorsqu'ils évaluent leur état de santé perçu. Et ensuite, j'ai utilisé un indicateur de symptômes dépressifs et un dernier indicateur de limitation d'activité. Donc les limitations d'activité, on demande aux femmes si dans leur activité quotidienne, elles sont empêchées pour réaliser des tâches du quotidien. Et je n'ai pas trouvé de lien significatif entre interruption d'emploi et santé fonctionnelle ou santé perçue, mais seulement entre les interruptions d'emploi et la santé mentale. Toutefois, je tiens à le rappeler parce que c'était peut-être pas assez souligné, mais tout ce qui est instabilité de l'emploi, précarité, donc qui sont d'autres dimensions cruciales et marquantes de la carrière, ou encore les expositions professionnelles, tout ça est lié à la santé perçue, qui intègre donc tout un tas d'éléments de la santé physique, et aussi à la santé fonctionnelle.
Ensuite, en ce qui concerne les violences sexuelles sur les lieux de travail, effectivement, c'est une très bonne remarque. Tout simplement, je ne l'avais pas aussi dans mes données, donc je ne pouvais pas forcément l'intégrer dans mes analyses, mais cette dimension des violences sexuelles, je l'ai retrouvée dans mes entretiens, et je l'ai retrouvée notamment dans la sphère privée, pour des éléments de la sphère privée, donc c'est aussi un argument qui peut expliquer la mauvaise santé parfois des femmes en inactivité professionnelle, qui est qu'elles sont plus souvent exposées et plus vulnérables face aux violences sexuelles et aux violences conjugales dans la sphère privée. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Peut-être, Émilie, tu as des éléments pour compléter, notamment en ce qui concerne le déficit de recherche par rapport. Alors, ouais, d'abord, donc effectivement, je vais commencer par ça. Sur le déficit de recherche, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de déficit de recherche, en fait. J'ai dit qu'il fallait bien distinguer les champs disciplinaires et même à l'intérieur des disciplines, les sous-disciplines, on va dire, les champs de spécialisation. C'est-à-dire que les sciences sociales se sont emparées de la question de la santé au travail des femmes depuis longtemps. Ce n'a pas été le cas des sciences biomédicales. Donc je faisais vraiment un peu une opposition un peu caricaturale, mais entre, disons, sociologie et épidémiologie, typiquement, puisque en tant qu'épidémiologiste, j'ai été confrontée à voir que mon regard très forgé par un apprentissage de la biologie, de la physique-chimie, des mathématiques, etc., a été amené à changer au contact de mes collègues en sciences humaines et sociales qui avaient pensé les questions de genre, des différences hommes-femmes, au-delà du biologique. Donc il y a quand même encore, il me semble, beaucoup de choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de connaissances acquises. Et donc, effectivement, je vous rejoins sur le fait que peut-être l'enjeu, c'est de les rendre visibles, déjà, ces connaissances qui existent, même si c'est toujours important de travailler sur les points aveugles et de continuer à progresser, mais de rendre visibles ces connaissances et d'attirer l'attention. Vous soulignez qu'elles intéressent peu de monde. Il faut quand même... je veux pas être démesurément optimiste, mais il y a quand même eu, notamment... dans la loi pour l'égalité des hommes et des femmes, enfin des femmes et des hommes, du 4 août 2014, introduit une obligation finalement de faire une évaluation genrée des conditions de travail et des risques professionnels. Donc la loi existe, on va dire. Ensuite, en termes d'outils pour le faire, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, a proposé dès le milieu des années 2010, je pense que c'était peut-être en 2014, peut-être un peu plus tard, un guide justement pour penser l'égalité homme-femme, y compris en termes de conditions de travail et de conditions de rémunération et de carrière, tout ensemble dans les diagnostics portés au sein des entreprises. Alors à quel point ces démarches sont mises en œuvre, je n'ai pas les données pour vous le dire, je pense que vous devez avoir des sources pour le regarder, mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de choses qu'on connaît. L'appareil statistique national aussi fournit des données intéressantes qui peuvent être exploitées. Les résultats ne sont pas toujours systématiquement présentés par sexe, on va dire, ou par genre, mais de plus en plus quand même. Donc toutes les enquêtes conduites de manière récurrente par le ministère du Travail, comme l'enquête conditions de travail et l'enquête SUMER, surveillance médicale de l'exposition au risque professionnel, évidemment recueillent les informations sociodémographiques cruciales et peuvent être exploitées sous cet angle. Et il y a eu des exploitations sous cet angle qui permettent notamment de connaître les problèmes généraux auxquels sont confrontées les femmes en termes de santé au travail et de conditions de travail, et notamment de montrer qu'il n'y a pas seulement de l'usure psychique, mais aussi de l'usure physique, liée, ça a été dit, à la ségrégation sexuée du travail et des tâches, même au sein de mêmes postes, qui ont eu tendance à attribuer les femmes, enfin à les affecter à des tâches dites plus fines, considérées peut-être comme plus légères, mais finalement qui, par leur répétition, par leur rythme, par les contraintes temporelles dans lesquelles elles sont effectuées, peuvent être également très usantes, alors que les hommes ont peut-être dans certains secteurs bénéficié davantage d'une automatisation qui les rendait plus chefs opérateurs d'une machine que devant eux-mêmes faire face à des pénibilités physiques. Voilà. Donc, et pour revenir sur le déficit de recherche, bien entendu, il y a un déficit toujours, même sur le plan de la santé des femmes et des hommes, on a des déficits genrés de connaissances, tout simplement sur la santé, même au-delà du travail. Mais ça, je pense que vos auditions l'ont bien montré. L'ostéoporose chez les hommes, c'est pas encore vraiment un sujet de recherche. L'infarctus du myocarde chez les femmes, il y a eu beaucoup d'attention portée dessus, notamment à cause de déficits de reconnaissance à l'arrivée aux urgences et des conséquences que ça avait pour la survie des femmes et donc
Donc ça a été c'est de mieux en mieux connu, mais néanmoins, il y a toujours des projets à faire parce que les stéréotypes ont la peau dure sur quels sont les problèmes de santé des femmes et des hommes et quels sont les mécanismes par lesquels ces problèmes de santé surviennent. Donc ça, c'était sur le déficit de connaissances. Peut-être, je pense que Constance Beaufils a déjà beaucoup donné d'éléments sur les autres questions. Je voudrais souligner par rapport, redire quelque chose que Constance a dit qui est très important, c'est que finalement, quand on regarde ces questions d'activité, d'inactivité et de santé, bien sûr, on est toujours face à ce qu'on appelle, nous, en épidémiologie, l'effet travailleur sain ou travailleuse saine, c'est-à-dire que pour travailler, il faut être en suffisamment bonne santé. Donc ça, c'est des choses dont bien sûr, les travaux de recherche tiennent compte pour bien dégager l'effet, on va dire, propre de être inactif en tant que tel ou inactive, et pourquoi finalement on a été en amont amené à prendre des périodes d'inactivité, et c'est pas seulement lié bien sûr au fait d'être d'une femme qui devient mère avec des tâches familiales qui s'ajoutent, ça peut être aussi lié à la santé, mais il y a aussi cette question du cumul des temps et de l'articulation des temps professionnels et personnels ou familiaux, et donc des cumuls des tâches et des expositions liées au travail productif et au travail dit non productif ou domestique et familial ou au travail dit reproductif. Donc il y a effectivement des expositions, y compris chimiques, dans les activités de nettoyage domestique quotidiennes que les femmes continuent à effectuer davantage que les hommes, qui peuvent se cumuler à des expositions chimiques de même nature dans le travail. Et peut-être pourrait-on aller jusqu'à dire que plus les femmes ont ce genre d'activité dans leur travail quotidien, plus ça va être facile dans le couple de les assigner de nouveau à ces mêmes tâches dans le cadre domestique. Insister aussi sur ce qu'a dit Constance déjà sur l'importance pour les femmes qui ont eu des parcours marqués quand même majoritairement par de l'emploi, même s'il y a pu avoir des périodes d'interruption, sur l'importance de l'instabilité, de la précarité, donc de tout ce qui va faire des parcours moins gratifiants à un moment donné et moins gratifiants au moment de la retraite. Beaucoup de données montrent qu'il y a des impacts sur la santé psychique mais aussi fonctionnelle. Voilà, donc là peut-être après si vous avez des questions précises sur des points précis on pourra rechercher, mais il y a beaucoup de documentation disponible sur ces sujets. Et pour finir, donc sur les violences sexuelles et sexistes, c'est un point très très important effectivement, y compris en santé au travail, pas seulement en tant que facteur de mal-être au travail directement bien entendu, mais aussi en tant que facteur d'empêchement pour prendre en compte des conditions de travail des femmes, en parler et trouver des solutions. Alors là, je pense que c'est plutôt l'ergonomie, il me semble, qui est une discipline bien outillée pour parler de ces questions. Alors je vais donner un exemple que donne Karen Messing, qui est une ergonome américano-canadienne qui travaille depuis très longtemps sur les questions de genre et santé au travail, qui donne un exemple parmi d'autres. Elle a écrit beaucoup de publications et d'ouvrages que je vous encourage à consulter. Je pourrais vous donner des suggestions de lecture si vous en avez besoin. Elle parle d'un exemple très concret. Donc, elle a donc fait une étude pour le coup qualitative. Elle a observé le travail réel des femmes. Il s'agissait de techniciennes travaillant dans l'installation de dispositifs de communication à Montréal. C'était un milieu de travail qui était presque exclusivement masculin. Il n'y avait que 7 femmes sur plusieurs centaines de salariés. Donc ces ergonomes ont rencontré ces femmes pour discuter de leur travail. Au début, elles ne comprenaient pas le but de l'échange, puisque pour elles, il n'y avait pas de problème spécifique aux femmes. Mais au bout de 2 heures, elles ont évoqué le problème des ceintures portant les outils qu'elles trouvaient très inconfortables. Alors c'était dû au fait que les femmes ont les hanches plus évasées par rapport à la taille que les hommes, et les outils pesaient lourds sur leurs hanches. L'ergonome a eu le réflexe de leur proposer une ceinture reposant sur l'épaule, avec des croisillons sur la poitrine, afin de soulager les hanches. Mais elles ont crié qu'on ne pouvait pas faire ça parce que cela aurait mis leur sein en avant. Or, elles cherchaient en permanence à faire oublier qu'elles étaient des femmes. Ce n'est qu'au bout de 3 heures d'échange qu'elles ont évoqué les vraies affaires, à savoir le harcèlement qu'elles subissaient de la part de leurs collègues, du contremaître et des clients. Elles en ressentaient une forme de honte et se disaient que si elles étaient harcelées, c'est qu'elles l'avaient peut-être mérité. Voilà. Mais est-ce qu'une femme doit être identique à un homme pour être son égale ? Voilà. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Donc évidemment, le fait d'avoir pu parler entre femmes, mais prendre ce temps incompressible, qui n'est pas celui non plus d'une enquête statistique par questionnaire, qui a permis de faire émerger finalement ce problème très concret qui relie directement la question du harcèlement sexuel à la question de la prévention des risques professionnels.
Bien, merci à vous deux pour ces premiers éléments de réponse qui ont été faits suite à l'intervention de Laurence Cohen, rapporteure. Peut-être je vais passer la parole à une autre de nos co-rapporteurs, mais vous demander aussi, par la même occasion, est-ce que vous avez identifié des secteurs d'activité différents, parce qu'on parle notamment de la santé des femmes au travail, notamment dans les métiers de la santé. Est-ce que vous avez identifié des secteurs dans l'industrie, dans les professions libérales? Est-ce qu'il y a une différence entre la santé des femmes au travail à travers les secteurs d'activité dans lesquels elles se trouvent? Et je vous avais également interrogé dans mon propos liminaire sur le travail de nuit. Est-ce que vous avez des références là, sur ces sujets-là? Et je passe tout de suite la parole à peut-être Marie-Pierre Richier, qui semble prête à vous interroger. Merci. Oui, merci, Présidente. Merci, Mesdames, pour votre exposé. Et ça va me permettre de rebondir, parce que je l'avais noté également. Effectivement, il y a beaucoup de secteurs qui ont été évoqués, notamment la santé, les secteurs de l'entretien. Moi, je voudrais savoir si vous avez fait des études en fonction de la taille des entreprises aussi. Si la problématique de la santé au travail a été prise en compte. Une autre question concernant le cancer. J'ai noté que le retour au travail semblerait plus compliqué pour les femmes. Est-ce qu'il est plus compliqué par rapport au maintien dans l'emploi? Et est-ce que c'est-à-dire, est-ce qu'il est compliqué parce qu'elles ont moins de possibilités de revenir au poste qu'elles occupaient ou de pouvoir évoluer par la suite? Une autre question concerne la mobilité professionnelle, parce qu'on évoquait tout à l'heure le problème à mesure que les femmes avancent dans l'âge. Il semblerait aussi que cette mobilité professionnelle soit impactée en fonction de l'âge des femmes. Donc est-ce que cela a été étudié également? Et puis, c'est tout ce que j'ai noté, parce qu'on retrouve beaucoup de sujets. On s'aperçoit que la santé des femmes au travail n'est pas qu'une question de biologie, c'est aussi une question sociale et sociétale. Et on voit que ça revient quand même assez en boucle. Et quelque part, par rapport à ce diagnostic que l'on entend assez souvent, quelles seraient les préconisations? Merci. Merci, chers collègues. Je vous laisse répondre. Ensuite, on passera aux questions de Annick Jacquemet, peut-être, la rapporteure, la troisième rapporteure. Je vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez. Je vais commencer avec la mobilité professionnelle. Non, d'abord en fonction de la taille des entreprises. Alors, j'ai plus exactement les références, mais je pourrais vous les communiquer. Il y a quelques études, notamment, j'ai en tête, qui ont étudié les difficultés d'articuler les rôles de femmes en emploi et de mères en fonction des entreprises, et qui montrent effectivement que c'est souvent plus facile dans les grandes entreprises, parce qu'il y a plus de dispositifs de politique de garde mis en place dans ces entreprises-là. Émilie pourra peut-être compléter mon propos en ce qui concerne les dispositifs de réparation au travail, mais je pense que c'est à peu près la même chose en termes de dispositifs de santé au travail. Ceux-ci sont plus présents quand les entreprises sont plus importantes en termes de taille. Ensuite, je voudrais aussi ajouter... Oui. En termes de taille, en termes de secteur d'activité, je pense que les deux sont liés quand même, parce que en fonction... Je pense que les deux sont liés aussi. C'était là aussi ma question par rapport au secteur d'activité et à l'entreprise, à l'importance de l'entreprise, en fonction aussi du nombre de femmes qui sont dans les secteurs. Pour moi, les deux étaient liés. Je pense que les chiffres seraient intéressants. Alors, je n'ai pas exactement en tête les chiffres, mais effectivement, je pourrais retrouver cet article et le communiquer à la délégation si nécessaire. Et oui, une autre parenthèse qui rejoint en fait ce qu'a dit Émilie sur est-ce que ça intéresse les gens, la santé des femmes au travail. En ce qui concerne l'inactivité, en tout cas, ça a très peu intéressé les gens. Il y a très peu d'études là-dessus, sur les liens entre interruption de carrière et santé, ce qui est d'autant plus surprenant que les femmes qui sont en inactivité professionnelle en lien avec leur trajectoire familiale sont très nombreuses, comme je l'ai dit dans mon propos introductif. Donc en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai un peu bataillé pour trouver des données là-dessus, et je pense que ça commence à venir, mais effectivement, on n'a pas tant d'éléments que ça sur les liens entre ces carrières hachées et la santé, alors même que c'est très intéressant, notamment en termes de santé au travail, puisque comme je l'ai expliqué, le fait d'avoir des carrières hachées
fait qu'ensuite on va avoir une carrière moins souvent ascendante, fait qu'on va rester plus longtemps au même poste et donc qu'on va être exposé plus durablement à des contraintes physiques, à des risques psychosociaux, à des expositions chimiques, biologiques, enfin bref, à des conditions de travail délétères dans tout leur éventail. Ensuite, en ce qui concerne la mobilité professionnelle, votre question c'était par rapport au retour en emploi Au fait, je crois que c'est une des personnes qu'on devait auditionner qui a étudié la mobilité professionnelle, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, et qui montrait que c'était beaucoup plus, beaucoup plus compliqué cette mobilité dans le temps, justement avec l'articulation famille-couple, ça se faisait souvent en détriment. Et donc, au fur et à mesure qu'on avançait dans l'âge, c'était de plus en plus compliqué pour accepter ces mobilités. Oui, alors j'ai en tête aussi un travail d'Anne Lambert écrit avec Delphine Rémillon qui porte aussi sur les personnels navigants, où elle montre que la disponibilité biographique des femmes, ce qu'elles appellent, en fait, c'est le fait de devoir être disponible pour ses enfants, pour les tâches domestiques, limite leur possibilité ensuite de mobilité professionnelle ascendante, parce que, tout simplement, notamment dans l'entreprise qu'elles étudient, il y a un système de mobilité au choix qui a été mis en place et qui fait que donc la moitié, une part des mobilités professionnelles de l'entreprise en question, ça se fait en fonction de l'ancienneté, mais il y a une part de ces mobilités qui se font lorsque les personnels navigants demandent eux-mêmes une promotion, et en fait ensuite ça va être déterminé par les avis de leurs équipes, de leurs supérieurs, etc. Et ce qu'elle montre, c'est qu'il est très important notamment de passer au secteur, donc après un vol par exemple pour des hôtesses de l'air, de passer voir l'équipe, d'aller dans les bureaux, etc. Et ça va augmenter leurs chances de mobilité au choix, puisqu'ensuite elles vont être désignées par leurs supérieurs, ou ils vont être désignés. Et donc en fait, la disponibilité biographique des femmes, elles empêchent ces stratégies de promotion-là, et ça les expose donc à des carrières moins souvent ascendantes. Donc c'est ce qui explique que même quand on prend en compte le fait qu'elles sont plus souvent à temps partiel, plus souvent en inactivité professionnelle, elles ont quand même des mobilités moins importantes. Même si on prend un homme et une femme qui ont eu qui ont la même ancienneté, qui sont tous les deux à temps plein et qui aucun des deux n'a connu d'interruption professionnelle, on a des inégalités de carrière dans ces secteurs-là, en lien avec les mécanismes même de promotion au sein de ces secteurs. Alors, pour compléter les propos de Constance Beaufils, donc sur la question des secteurs et des expositions, donc on a pour le coup, l'appareil statistique national permet de bien documenter la ségrégation sexuée des emplois, des postes, et aussi de bien voir les différences de conditions de travail. Donc on a notamment les enquêtes conditions de travail qui sont récurrentes et qui couvrent l'ensemble des actifs, contrairement à l'enquête Sumer qui ne couvre pas les salariés indépendants et une partie de la fonction publique. Donc, vous les avez cités déjà, mais ce qu'on voit bien sûr, c'est que les femmes sont particulièrement présentes au sein des métiers de service, avec les métiers comme aide à domicile, assistante maternelle, agent d'entretien, mais aussi la vente, le commerce. On en a beaucoup parlé au moment du Covid, bien sûr, les caissières de supermarchés, et aussi bien sûr dans les métiers du soin, les aides-soignantes, les infirmières et les sages-femmes, tandis que les hommes sont plus souvent conducteurs de véhicules, techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, ouvriers qualifiés de la manutention et du second œuvre du bâtiment. Enfin, voilà, on a des statistiques, on peut vous donner des sources plus précises si vous voulez pour voir les distributions, et bien sûr ces différences donc cette ségrégation on va dire horizontale du travail entre hommes et femmes, donc qui se distribuent dans des secteurs et des types de métiers différents, explique bien sûr les différences d'exposition professionnelle, avec davantage d'exposition pénibilité physique chez les hommes, quoique les femmes aient quand même de l'usure physique de différentes manières, et bien sûr les tâches représentant une dimension émotionnelle, tout le travail émotionnel que les femmes font déjà, ou encore aujourd'hui plus souvent au sein de la famille ou du réseau social que les hommes, se retrouvent aussi dans l'assignation des tâches dans le milieu de travail. Donc ça, il y a beaucoup de connaissances. Je pourrais vous donner des sources sur les statistiques les plus récentes. La DARES fait des bilans sur les conditions de travail qui permettent de voir les différences hommes-femmes à ce sujet. Sur la question de la taille des entreprises, alors c'est une question importante. Alors en épidémiologie, qui est ma discipline de départ, c'est quelque chose qu'on ne prend absolument pas en compte parce qu'on ne le demande pas aux gens, et aussi parce que c'est vrai que dans cette approche parcours de vie, où on essaie de voir le cumul finalement des expositions et des conditions de travail au
cours de la vie, c'est compliqué de construire des indicateurs cumulatifs de type d'entreprise dans lesquelles les personnes ont travaillé, sauf quand les carrières justement étaient très stables avec un employeur principal, etc. Donc plus les carrières sont instables, hachées, avec des changements d'emploi qui ont pu être choisis ou subis, plus on peut être face à des changements aussi d'entreprise. Alors je suis d'accord avec vous que la taille, le profil des tailles d'entreprise dépend aussi des secteurs, mais quand même pas uniquement. Ce que je peux dire, c'est qu'en termes de prévention, donc bien entendu les PME, les PMI, enfin les TPE même, et les très petites entreprises sont plus en difficulté de manière générale pour mettre en œuvre les mesures de prévention. J'ai pas fait de travaux sur la question, mais c'est des choses qui sont sues, et ça s'explique bien. Mais il y a aussi le côté, on va dire, légal de la chose, qui est que donc les anciens comités d'hygiène et de sécurité au travail, enfin sur les conditions de travail, étaient déjà réservés aux entreprises de plus de 50 salariés. On sait qu'il y a une complexification du travail des représentants du personnel avec la fusion des instances représentatives dans le CSE. Donc la question de la santé au travail ne disparaît pas, mais comme elle est fusionnée avec plein d'autres questions, on se pose la question de quel est le temps qui va pouvoir être accordé à la fois en termes de formation des représentants du personnel et du temps effectif accordé à ces questions dans le cadre des travaux de ces comités. Donc ça, en termes de prévention, bien entendu, même sur les entreprises de plus grosse taille se pose la question, mais les TPE a fortiori et les TPI qui ne disposent pas forcément des mêmes outils sont plus en difficulté, donc il y a une attention particulière à porter. Et autre point, ça se répercute aussi au moment de la réparation en maladie professionnelle, parce qu'on a beau dire qu'il y a présomption d'imputabilité dans les tableaux de maladie professionnelle et qu'on n'a plus besoin de faire la preuve qu'on a été exposé dès lors qu'on remplit les conditions des tableaux de maladie professionnelle. Alors pour rappel, un tableau de maladie professionnelle, vous avez une colonne qui dénomine la maladie, une colonne qui dénomine le type d'exposition professionnelle qui serait éligible, et ça va être typiquement par exemple un agent chimique, et puis vous avez une colonne qui définit une liste limitative ou indicative d'activités professionnelles qu'il faut avoir réalisées, enfin dans lesquelles il faut avoir été actif pour pouvoir être éligible, avec des durées minimales aussi d'exposition. Et donc ça, quand même, il faut pouvoir faire la preuve de son travail exposé, quelque part. Quand on fait une déclaration en maladie professionnelle, il faut quand même prouver qu'on a travaillé dans une entreprise à un poste de travail donné. Donc, il faut fournir tous les relevés, tous les éléments de connaissance de la carrière, au-delà de ce que la CNAV, par exemple, peut fournir en termes de reconstitution de carrière. Donc, il faut quand même faire la preuve de son parcours professionnel. Et donc, lorsque l'entreprise a disparu, ça peut être plus difficile si on n'a pas gardé au moment de la retraite ses bulletins de salaire, on a tout liquidé parce que la CNAV nous a dit vous pouvez tout liquider, c'est bon, c'est terminé. Sauf qu'au moment de faire une déclaration en maladie professionnelle, il faudrait pouvoir les ressortir. Donc ça peut poser des problèmes très concrets de non-complétude des dossiers. Et puis après, lorsque l'assurance maladie enquête, fait son enquête sur quand même pour voir si les critères d'éligibilité sont remplis, des entreprises normalement peuvent être contactées pour avoir des informations sur les conditions de travail. Lorsque l'entreprise était de petite taille, elle a peu plus souvent changé de raison sociale ou carrément avoir cessé son activité. Et donc, ça peut poser des questions aussi d'accès aux droits parce qu'il sera plus difficile de faire état des expositions qui ont été rencontrées au cours du parcours. Pour revenir sur le volet prévention, je pense que l'enquête conditions de travail qui est couplée avec un volet salarié, un volet employeur, peut apporter beaucoup d'informations en couplant les deux. Alors moi, je n'ai pas travaillé sur ces données. Si ça vous intéresse, je peux regarder s'il y a des éléments qui en ont été tirés plus précisément. Alors sur le travail de nuit, peut-être. Pour revenir sur le travail de nuit, c'est intéressant parce que ça fait un pont aussi avec les préconisations, peut-être. Alors, je vais commencer par la préconisation très, très humblement parce que je suis une chercheuse, donc c'est pas mon métier de faire des préconisations en termes de politique publique directement. Mais donc, comme je l'ai mentionné, on a déjà des outils et une obligation même de tenir compte des différences entre hommes et femmes dans l'évaluation des risques professionnels. Donc j'ai envie de dire, il n'y a qu'à insister sur le fait que ça existe déjà et qu'il y a des outils pour le faire et donc qu'il faut absolument le faire. Donc mieux former, informer, voilà. Du coup, ça fait le lien aussi avec l'importance des mobilisations. Il ne faut pas négliger le rôle des acteurs de la société civile, des représentants du personnel. Et donc j'ai un exemple justement autour du travail de nuit, de mobilisation d'un syndicat, la CFDT, qui depuis l'année 2017 a commencé à s'intéresser aux questions des cancers professionnels chez les femmes.
femmes. Alors c'est intéressant comme dynamique en plus parce que c'est parti d'un groupe de retraités du secteur minier dans l'Est de la France qui connaissait très bien la question des cancers professionnels pour avoir été très fortement impactés et avoir vraiment bataillé pour faire reconnaître leurs atteintes en matière de cancer professionnel liées à leur des atteintes de type cancer liées à leur travail. Arriver à la retraite, se rendre compte que toute cette compétence accumulée, toutes ces connaissances, va finir par s'épuiser. Ils continuent à recevoir des anciens travailleurs pour les conseiller, les accompagner, mais maintenant le secteur minier, c'est devenu le régime minier, Lorrain, c'est devenu essentiellement le secteur sanitaire et social. Donc majoritairement des femmes qui travaillent dans ces secteurs, beaucoup plus jeunes qu'eux, et qui n'ont pas la même culture de la santé au travail, en particulier en termes de cancer professionnel. Et donc vient cette idée en échangeant avec le secteur sanitaire et social, mais aussi les personnels de bord des compagnies aériennes, que le cancer du sein, ça pourrait vraiment être un sujet d'importance en termes de prévention et de réparation, puisqu'il y a un certain nombre de facteurs de risque professionnels qui sont connus, comme le travail de nuit, même s'il y a encore une certaine incertitude scientifique au niveau de la solidité des preuves. Quand même, le Centre international de recherche sur le cancer a confirmé que c'était un cancérogène probable, le travail de nuit pour le cancer du sein. Et donc, s'est engagée toute une initiative avec, y compris en travaillant avec des associations de femmes malades du cancer du sein, avec des courses et des courses à vélo, beaucoup d'opérations de communication là-dessus, et une enquête qu'ils ont conduite en propre, une enquête un peu dans la lignée des enquêtes ouvrières pour documenter les expositions des femmes au travail dans ces secteurs-là. Donc je pense que les mobilisations sont très importantes. Et pour revenir sur la question du travail de nuit, je pense que bien sûr le cancer du sein c'est un sujet, mais il ne faut pas oublier tous les effets déjà très bien connus du travail de nuit sur plein d'autres aspects de la santé physique et mentale. Et cela, il n'y a pas besoin d'attendre qu'une énième étude de l'INSERM, qui était très très importante, cette étude d'ailleurs, ou une enquête internationale, assoit de manière encore plus ferme le lien entre travail de nuit et cancer du sein, avant le cancer du sein, ou en même temps que le cancer du sein. En tout cas, il y a bien d'autres effets, y compris sur des aspects de la vie qu'on peut considérer d'habitude comme étant liés aux habitudes de vie, au comportement de santé, mais les habitudes alimentaires sont liées, c'est établi, avec les rythmes de travail. Et donc les personnes qui travaillent de nuit ont tendance à avoir une alimentation moins saine, moins équilibrée, parce qu'ils vivent sur des rythmes sociaux décalés, qui mangent plus souvent seuls Donc bien sûr, les conditions de travail peuvent aussi impacter les comportements de santé, et le travail de nuit en est un bon exemple. Alors sur le retour au travail après cancer, je pense que c'est une question très importante. Malheureusement, c'est pas mon domaine. Je sais qu'il y a des recherches en cours qui sont conduites en France, et que même la recherche biomédicale s'en saisit. Alors bien sûr, la recherche en épidémiologie plutôt des risques professionnels, notamment en retour au travail après le cancer du sein, et les inégalités sociales qu'il peut y avoir en matière de retour à l'emploi. J'ai pas de résultats à vous communiquer, mais je pourrais regarder si quelque chose a déjà été publié. Moi, j'ai en tête un rapport, il me semble, de Patrick Peretti-Vatel sur la vie 2 ans après, ou 4 ans, je ne sais plus, après le diagnostic d'un cancer. Donc c'est un rapport très riche et très fourni, dans lequel vous trouverez sûrement des éléments là-dessus. Eh bien, merci mesdames. Je vais laisser la parole à Annick Jacquemet, rapporteure sur Santé des femmes au travail. Merci, chère présidente. Merci, mesdames, pour toutes les informations que vous nous avez données. Mes collègues ont déjà posé pas mal de questions qui m'interpellaient aussi, donc j'ai eu en partie les réponses. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, je crois que Madame Counil, vous nous avez parlé de travaux qui datent de 2010, si j'ai bien retenu. Est-ce que vous pouvez faire un comparatif entre, j'allais dire, la génération d'avant et la génération de maintenant, par rapport à justement la répercussion de la santé pour les femmes qui travaillent, parce que il me semble qu'il y a une évolution aussi, j'allais dire, de notre génération avec la nouvelle génération, par rapport au travail, mais aussi par rapport à la façon dont on envisage la vie en général. Je m'explique, je suis frappée par la jeune, ou pas forcément, mais les trentenaires qui de plus en plus ne veulent plus d'enfants. Alors, je sors peut-être un peu du sujet, mais malgré tout, je trouve que c'est un ensemble, la gestion du travail, de la vie familiale, de tout l'environnement. Est-ce que vous avez des données ?
Est-ce que c'est uniquement une angoisse de l'avenir? Est-ce que c'est la difficulté de gérer justement vie familiale, maternité et carrière professionnelle? Parce que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Et je voulais aussi savoir, puisque, encore une fois, dans ma génération, je connaissais quand même un certain nombre de femmes qui ne travaillaient pas par choix, parce qu'elles voulaient élever leurs enfants, et puis et on n'entend plus, ou je pense qu'on n'entend plus maintenant, je pense que pratiquement toutes les jeunes femmes travaillent. Donc, est-ce que vous avez un comparatif entre la santé mentale de celles qui avant ne travaillaient pas et celles qui maintenant, parce qu'elles ont des carrières hachées ou des interruptions, ont peut-être plus de problèmes psychologiques, comme vous nous l'avez expliqué, parce que c'était une question que je voulais vous poser aussi, le pourquoi ça intervenait si tardivement, mais vous y avez répondu. Merci, cher rapporteur. Donc, je vous laisse répondre et après, je passerai la parole aux sénateurs qui sont présents et qui souhaitent peut-être aussi vous interpeller. Je vais commencer par répondre par rapport à l'évolution au fil des générations du taux d'inactivité et de la norme d'emploi. Donc, en fait, effectivement, à partir des années 60, les femmes sont massivement rentrées dans l'emploi. Et ça stagne à peu près depuis les années 2000. Enfin, on est à un taux d'activité qui est à peu près autour de 85% pour les 25-49 ans depuis les années 2000, si je ne me trompe pas, à vérifier, évidemment. Et effectivement, cette féminisation du marché du travail, elle ne s'est pas faite toute seule. Elle s'est faite parce qu'il y a eu une volonté politique de développer l'emploi féminin, notamment via l'offre de garde, via les politiques familiales, via la quantité et la qualité des offres de garde. Et en plus de ça, cette féminisation du marché du travail, elle est concomitante à la diffusion d'une norme d'emploi. C'est-à-dire qu'il est devenu de plus en plus normal et attendu pour une femme qu'elle occupe un emploi lorsqu'elle est mère. Et donc, effectivement, pour les femmes qui sont nées dans les années 1930-1940 et qui rentraient sur le marché du travail à un moment où le taux d'emploi des femmes, le taux d'activité des femmes était de 30%, la norme était moins forte. Et ça peut avoir directement un lien c'est directement en lien avec les conséquences de l'inactivité sur la santé, puisqu'on peut imaginer que le stigmate dont j'ai parlé tout à l'heure, il était beaucoup moins fort pour ces femmes-là. C'est-à-dire qu'il était beaucoup moins mal vu et critiqué socialement de ne pas occuper un emploi. Et donc ce mécanisme qui fait que l'inactivité peut être délétère ne s'exerçait pas forcément pour ces femmes-là. Avec la féminisation du marché du travail, la norme d'emploi s'est diffusée et donc ce stigmate lié au fait d'être en inactivité professionnelle est devenu de plus en plus fort. Donc les liens varient effectivement en fonction des générations, et ce que montrent aujourd'hui les études, et depuis un certain moment, c'est qu'en fait l'inactivité professionnelle reste toujours présente. Donc je l'ai évoqué, on a toujours 20% des mères de 3 enfants ou plus qui sont en inactivité professionnelle entre 25 et 49 ans, d'après les données du recensement de 2019. Et en fait... ces femmes-là, la plupart du temps, donc il y a des études à partir de l'enquête famille-employeur, en fonction des enquêtes mode de garde, à partir desquelles des chercheuses, notamment je pense à Karine Brière ou Dominique Méda, ont montré que, effectivement, quand on demandait aux femmes pourquoi elles étaient en inactivité professionnelle, elles répondaient que c'était pour leur famille, donc que c'était un choix. Mais ensuite, quand on leur demande de détailler plus précisément ce qui... le contexte, les configurations qui ont entouré leur sortie du marché du travail, on se rend compte que souvent c'est lié à des contraintes liées à l'organisation du travail, donc par exemple à des horaires décalés qui ne sont pas forcément compatibles avec le fait de s'occuper de ses enfants, contraintes liées parfois à l'état du marché du travail, c'est-à-dire que les sorties du marché du travail arrivent parfois en même temps qu'un licenciement ou que la fin d'un CDD. Donc en fait, l'augmentation de la précarité et des difficultés à trouver un emploi vont favoriser la sortie du marché du travail autour des maternités, puisque la maternité va alors constituer un échappatoire face à toutes ces contraintes, à s'insérer de façon pérenne sur le marché du travail et avec des conditions de travail plutôt bonnes.
Contraintes aussi liées au mode de garde, puisque des fois c'est difficile de trouver une assistante maternelle ou une crèche pour ses enfants. Donc oui, aujourd'hui, c'est principalement des contraintes qui entourent les sorties du marché du travail et sur lesquelles il faut jouer. Contraintes qui ne sont pas incompatibles avec le fait de dire préférer rester en inactivité professionnelle pour s'occuper de ses enfants. Donc voilà, la question du choix pour les générations actuelles, elle est un petit peu compliquée. Pour les générations antérieures, elle se posait même pas vraiment, puisqu'il était normal, c'était une norme de ne pas être en emploi. Donc voilà en ce qui concerne les apports que je peux donner vis-à-vis de cette question-là. Je laisse la parole à Émilie pour la suite. Oui, alors je pense que là, vous avez une réponse d'une sociodémographe assez nourrie. Moi, ce que je peux vous dire par rapport aux différences de génération, plus en termes de différences d'exposition, pas de parcours et de choix, de préférence ou de construction des parcours de vie. Donc, effectivement, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les effets dits différés, donc des effets à long terme. Donc, c'est des effets qu'on ne regarde pas dans les âges les plus jeunes. Donc, on a pu observer des différences entre les femmes et les hommes rentrés sur le marché du travail avant le début des années 90 ou depuis le début des années 90. Mais quand on regarde le cancer, on est obligé d'avoir des populations déjà d'un âge plus mûr. Mais par contre, ce qu'on voit par exemple dans les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles, c'est que aussi bien chez les hommes que chez les femmes, il y a davantage d'accidents de travail avec arrêt chez les plus jeunes. Et c'est vrai aussi pour les femmes, pas que pour les hommes. Donc, ça concerne aussi les métiers et les secteurs dans lesquels les femmes s'insèrent. Et de manière générale, un des problèmes qu'il y a je pense en santé au travail, c'est de vouloir gérer la pénibilité par le biais du recrutement. Et donc, on revient à l'effet du travailleur sain. On va affecter les travailleurs les plus jeunes et en meilleure santé aux postes les plus difficiles, pas forcément directement, mais en tout cas en termes de profil d'âge. Et donc, effectivement, il faut plutôt réfléchir, et ça, c'est vraiment le credo des ergonomes, d'adapter le travail à l'homme et à la femme plutôt que d'essayer de faire l'inverse. Et donc, il y a un enjeu, effectivement, à ne pas compromettre l'avenir des plus jeunes en les affectant au motif de protéger aussi les plus âgés qui ont déjà accumulé un certain nombre de pénibilités à des tâches particulièrement difficiles. Il faut continuer à améliorer les conditions de travail pour tous et pour toutes. Voilà. Alors, je crois que Annick Jacquemet voulait compléter sa question. Oui, j'ai oublié presque la question la plus importante, à mes yeux. Vous nous avez dit, Madame Beaufils, qu'il y avait 3 marqueurs par lesquels les inégalités de santé se forment et pour lesquels les politiques publiques peuvent intervenir. Alors, qu'est-ce que vous avez identifié comme politique publique existantes, incomplètes ou inexistantes sur lesquelles il faudrait travailler plus spécialement et mettre en avant, en fait, quelles solutions vous préconisez après toutes les études que vous avez faites et les constats que vous en tirez? Alors, comme l'a dit Émilie tout à l'heure, voilà, j'ai identifié des politiques, mais c'est très général et ça n'a rien de révolutionnaire. Les 3 marqueurs donc, que j'avais identifiés, d'abord, c'était que des carrières avec des expositions professionnelles, avec de la précarité, avec de l'instabilité, c'était lié à des risques de santé plus tard dans la vie pour les femmes. Donc là, la solution, ça peut être, par exemple, de réduire l'occurrence de ces carrières, donc de faire en sorte qu'il y ait moins de précarité dans les carrières des femmes, de faire en sorte que les carrières des femmes soient moins instables et de réduire les expositions, leur fréquence, leur cumul, ou alors les conséquences de ces expositions sur la santé par des adaptations des postes de travail, par exemple. Ensuite, un deuxième marqueur que j'avais identifié, c'était les trappes à inactivité. Ça, c'est un résultat très important sur lequel je veux insister. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui interrompent leur emploi et qui ne retournent pas sur le marché du travail parce qu'elles considèrent qu'il est impossible pour elles de retourner sur le marché du travail. Soit parce qu'elles ont essayé des fois et que en fait, c'était trop difficile, qu'elles n'ont pas été accompagnées, soit parce qu'elles occupaient un poste avec des compétences techniques spécifiques
que le poste a évolué, notamment via des logiciels, via l'informatique, et donc elles se sentent incapables de revenir dans ces emplois-là. Et je précise qu'elles se sentent incapables. Ça serait possible qu'elles reviennent dans ces emplois-là si on développait des politiques qui favoriseraient soit les reconversions, soit les retours en emploi des femmes qui se sentent bloquées dans leur inactivité professionnelle et donc qui ne vont pas retourner sur le marché du travail parce que voilà, elles se sentent incapables. Souvent, il y a une perte de confiance en soi aussi par rapport au domaine professionnel qui vient avec l'inactivité professionnelle. Donc, il faudrait jouer sur cet aspect-là du retour en emploi et réfléchir à des politiques qui le favoriseraient ou en tout cas qui feraient que les femmes qui ont interrompu leur emploi, même si elles l'interrompent, elles puissent revenir après. Soit parce qu'il y aurait des dispositifs, des tremplins qui le permettraient, soit parce qu'on réduirait leur perte de confiance et ce sentiment d'incapacité à réexercer un emploi. Et ensuite, le dernier marqueur, c'était voilà, le fait que dans certains cas, l'inactivité professionnelle, je l'ai dit, pour certaines femmes, ce n'est pas forcément un problème. Si on a du patrimoine, et que donc ça ne nous met pas en péril du point de vue économique, effectivement, on peut ne pas exercer d'emploi. Ça nous protège de pénibilité liée à l'emploi. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si notre conjoint a des revenus importants, voilà, ça ne va pas non plus se répercuter sur le niveau de vie. Mais en revanche, quand on fait face à une séparation conjugale ou lorsque notre conjoint a un accident du travail, dans ces cas-là, l'inactivité professionnelle, elle va devenir critique, notamment par ses conséquences économiques qui vont contraindre, par exemple, voilà, les femmes à rester en emploi jusqu'à un âge très tardif parce que, du point de vue de leur pension de retraite, elles ne peuvent pas se permettre de faire autrement. Et donc là, les solutions, elles sont doubles. D'abord, ça dit qu'il faut encourager le maintien en emploi, puisque ces événements, les séparations, etc., ça devient plus fréquent. Donc pour que ces situations critiques soient moins fréquentes, il faut que les femmes soient plus souvent en emploi et arrivent à se maintenir en emploi. Et ensuite, on peut penser à des dispositifs de filet de sécurité pour que celles à qui ça arrive ne se retrouvent pas voilà, dans des situations extrêmement critiques du point de vue économique. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je vais passer la parole à Laure Darcos et puis Jean-Michel Arnaud. Et puis je vous laisserai répondre à ces dernières questions. Oui, merci beaucoup et merci pour cette table ronde, enfin, en tout cas cette réunion qui est très, très intéressante. Moi, je voulais savoir si vous aviez également fait des études sur le fait que les femmes empêchées par des problèmes de santé ou de grossesse reprenaient plus rapidement leur activité professionnelle par rapport aux hommes. Je m'explique, que ça soit dans un traitement de chimio ou de rayon, pour une grossesse, de ne pas rester tout son congé de maternité, soit en amont de l'accouchement, soit après. Et plus récemment, mais je pense que ça, par contre, c'est peut-être trop tôt pour que vous ayez des études, concernant le Covid. J'en ai eu l'expérience autour de moi, où des femmes revenaient finalement après un Covid quand même assez lourd, plus rapidement au travail que les hommes. Je ne dis pas, chers confrères, que les hommes sont douillés, mais enfin, on sait très bien que lorsqu'ils ont un rhume, ils sont à l'article de la mort. Donc, j'exagère, mais à peine. Mais plus sérieusement, voilà. Est-ce que vous avez pu faire aussi des analyses de cet ordre sur la reprise d'activité lors de problèmes de santé ou problèmes de santé, c'est pas un vrai problème de santé, mais au moment des grossesses? Merci, je vais passer la parole à Jean-Michel Arnaud. Nous sommes filmés, donc si tu te retrouves à la une de Quotidien un soir... Bien, je ne sais pas si c'est l'homme douillet qui va s'exprimer, mais dans tous les cas, je voulais vous remercier d'abord de vos exposés et de votre parfaite maîtrise de ces sujets. J'avais deux questions. D'abord, cela a été dit rapidement tout à l'heure, en plein débat sur les retraites. Je voulais savoir si vous aviez des éléments dans vos analyses, dans vos travaux, qui permettent d'avoir un regard peut-être plus maîtrisé pour nous, parlementaires, qui auront à statuer sur ce sujet, sur la reprise d'activité à l'issue de la période familiale intense des femmes, c'est-à-dire grosso modo au-delà de 50 ans, puisqu'on a un enjeu sur les 50-65 ans, dans le cadre de la réforme des retraites en cours. Et si vous aviez sur ce sujet des éléments apportés à notre connaissance permettant
d'expliquer ou de trouver des arguments qui pourraient distinguer dans nos débats la situation des femmes, des hommes face à l'âge pivot de retraite, qui me semble être un sujet quand même important au vu des différences que vous avez soulignées de parcours de vie. La deuxième question, et j'en terminerai là parce que je vais être le plus concis possible, vous avez essentiellement fait état de travaux sur la Seine-Saint-Denis pour ce qui vous concerne, madame. Et évidemment, ce sujet est un sujet important, hein, puisque la Seine-Saint-Denis cumule un certain nombre de spécificités. Est-ce que vous avez, dans vos travaux, des références aussi sur l'extrême ruralité ou de la ruralité forte, puisqu'on a eu des travaux importants lors du début de session il y a maintenant un an et demi, et s'il y a une spécificité aussi rurale sur les sujets que vous nous avez présentés aujourd'hui? Merci Jean-Michel pour revenir sur ce rapport effectivement femmes et ruralité. Et je crois que la question de Jean-Michel aussi est très intéressante dans la mesure où on peut avoir aussi les freins qui empêchent des femmes de revenir au travail dans les périodes charnières que vous avez évoquées. Et donc, est-ce qu'il y a des politiques publiques en termes de mobilité notamment? Est-ce que vous avez identifié ces sujets? Merci à vous deux pour ces questions. Je vous laisse répondre. Mesdames. Alors moi, donc encore une fois, vu mon domaine de compétences, j'aurais moins d'éléments peut-être que ma collègue à vous donner sur cette question à la fois de la reprise plus rapide du travail après un arrêt maladie ou un congé maternité ou un congé parental, ou une forme de présentéisme, on pourrait dire, des femmes plus importantes que les hommes, ou sur la question des retraites, où je pensais qu'il y avait eu des travaux des commissions ad hoc sur les parcours des femmes et des hommes, mais j'ai pas les éléments à vous communiquer directement. Je sais qu'on a des collègues à l'INED qui ont été très sollicités avant la crise Covid, notamment au moment de la crise Covid sur ces questions, donc je pourrais les renvoyer vers vous si vous le souhaitez. Pour répondre plus directement sur la Seine-Saint-Denis, donc d'une part un commentaire, c'est que donc effectivement ce sont des travaux qui ont été localisés en Seine-Saint-Denis, mais qui nous apportent des enseignements très, de portée plus large, on va dire, sur les expositions cancérogènes au travail. Pour la question de la ruralité, c'est une très bonne question, mais alors effectivement je n'ai pas de réponse à vous apporter. À ma connaissance dans la statistique publique, donc je n'ai pas connaissance d'enquête ad hoc, comme on dirait, qui aurait été assemblée spécifiquement pour regarder la question des conditions de travail et de la santé dans ces contextes, mais il me semble que dans la statistique publique, on a au moins la taille de l'unité urbaine de résidence, etc. Alors je sais pas comment on peut recouper les informations. Je n'ai pas connaissance de travaux qui aient été faits sur ce sujet, mais de toute évidence, ne serait-ce pour la question des accidents de trajet éventuels et bien sûr de la structuration de l'emploi, ça semble particulièrement pertinent. Alors, en ce qui concerne les femmes empêchées par des problèmes de santé, est-ce qu'elles reprennent plus vite que les hommes? Alors, j'ai pas d'éléments là-dessus et je préfère pas dire quelque chose parce que ça reposerait sur des suppositions, mais je pourrais regarder si j'ai connaissance de travaux qui ont trait à ces questions et je vous les communiquerai. De même, pour la reprise, les comportements d'activité des femmes et des hommes autour de l'âge pivot, moi c'est vrai que j'ai surtout étudié la période 18-50 ans, donc avant ces âges-là, justement parce qu'en termes de données, ça devenait assez compliqué à traiter en termes de statut d'emploi, etc. Donc, je n'aurai pas beaucoup d'éléments à vous apporter là-dessus. En revanche, en termes de ce qui facilite les reprises après des interruptions d'emploi, ce que j'ai pu identifier, c'est le type de contrat avant l'interruption qui donne en fait une idée de la sécurité de l'emploi et de l'inscription dans l'emploi dont bénéficiaient les femmes en question. Donc le type de secteur, et donc effectivement par exemple les fonctionnaires, elles peuvent toujours reprendre leur emploi et ça va faciliter leur retour en emploi, des fois après 10 ans d'interruption. Donc ça leur permet de sortir de ces trappes à une activité. Et dans le secteur privé ou secteur public en CDD, c'est beaucoup plus compliqué puisque effectivement il n'y a pas de dispositif pour retourner, l'emploi n'est pas garanti au retour. Ensuite, ce qui est assez important, c'est tout simplement la durée de l'interruption. Plus elle est longue, moins les chances de reprise sont importantes, puisque plus ces obstacles que j'ai évoqués, et notamment ces difficultés perçues, anticipées, rencontrées au retour en emploi, vont être importantes. Et il y a aussi la question de la santé qui recoupe tout ça, puisque souvent les femmes
qui essayent de reprendre un emploi après 15-20 ans d'interruption n'ont pas la même forme physique que lorsqu'elles sont sorties de cet emploi. Et donc, elles ressentent comme très difficile ce retour en emploi, même si l'emploi est le même. Donc la santé va aussi, si des troubles de santé se sont développés pendant la période d'interruption, ça va être également plus compliqué de revenir par la suite, puisque comme l'a bien souligné Émilie, la santé est un facteur d'emploi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être en bonne santé pour reprendre un emploi. Et notamment en bonne santé mentale, puisque la santé mentale va directement influencer sur les possibilités qu'on perçoit à revenir en emploi. Donc si on est dans un état dépressif, on va se sentir d'autant plus incapable et en incapacité pour reprendre un emploi. Voilà. J'ai une dernière question. Vous parliez là à l'instant de l'état dépressif. Est-ce que dans vos études, vous avez pu faire le distinguo entre, parce qu'on voit quand même qu'il y a de plus en plus de couples qui se séparent, donc des couples qui se séparent, ça veut dire des femmes et des hommes qui sont mal dans leur couple. Est-ce que vous avez pu faire le distinguo entre l'origine de ces troubles finalement? Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est être mal dans son couple qui influe après aussi sur la qualité et le ressenti au travail? Voilà, parce qu'on parle beaucoup vous nous avez dit que les carrières hachées, que les carrières en fin finalement de carrière, on se rend compte qu'il y a ces problèmes un peu psychologiques. Mais est-ce que vous avez pu faire justement la distinction entre l'origine qui vient bien du travail et l'origine aussi d'être mal dans son couple? Si on arrive à faire un distinguo entre les deux. Une distinction entre... On parle beaucoup finalement de l'influence du travail sur les problèmes psychologiques ou sur les dépressions mais quand on voit la stabilité dans les couples ou le nombre de couples qui se séparent, ça veut dire aussi qu'un couple qui se sépare, ça veut dire qu'on n'est pas bien dans son couple. Donc il y a forcément aussi des répercussions, de la dépression, de la difficulté. Alors est-ce que dans vos études, vous pouvez faire le distinguo entre l'origine finalement de ces dépressions, puisqu'on parle principalement des dépressions au travail, mais à côté du travail, il y a quand même une vie personnelle qui influe aussi sur la santé mentale et psychique. Alors, est-ce que vous pouvez faire un distinguo, justement, ou est-ce que ce n'est pas pris en compte dans les études? Alors, nous, dans les études, on contrôle toujours par la situation conjugale, par l'étude conjugale, c'est-à-dire qu'on regarde les liens entre ces interruptions et la santé à situation conjugale égale. Donc voilà, c'est bien pris en compte. Ensuite, moi, je ne l'ai pas fait directement, mais il y a toute une littérature qui documente les conséquences des ruptures conjugales sur la santé. Et notamment, un élément qui est assez intéressant, une étude de Emmanuel Cambois qui montrait que pour les hommes, les conséquences de la séparation sur la santé mentale passent par une perte de soutien social. C'est-à-dire que les hommes ont des risques de développer des troubles dépressifs après une dépression parce qu'ils perdent un réseau social, des contacts, des relations, des occasions de sociabilité. Tandis que pour les femmes, les conséquences en termes de santé mentale de ces séparations passent par la perte de ressources économiques. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que les voies qui conduisent à la mauvaise santé à l'issue d'une séparation sont distinctes pour les hommes et les femmes et passent par des ressources sociales pour les ressources économiques pour les femmes, tandis qu'elles passent par des ressources sociales pour les hommes. Merci beaucoup. Voilà. Juste pour revenir un petit peu en arrière sur les politiques publiques, donc je sais que ça portait spécifiquement sur les carrières des femmes et des hommes, mais si on revient plus spécifiquement sur les questions de santé au travail, parce que là, on est plus sur des questions d'égalité professionnelle qui impactent bien entendu la santé au travail, hein, et la santé au-delà du travail, enfin la santé et le travail et la santé dans les deux sens. Donc, je pense qu'il y a des choses importantes à avoir en tête, c'est que bien sûr, il y a les politiques de prévention qui sont essentielles, et donc genrer les approches est nécessaire. Tenir compte au fait aussi des différences hommes-femmes dans les dispositifs de traçabilité, les facteurs de pénibilité qui sont retenus après pour établir la pénibilité des carrières, les âges de retraite, etc. Tout ça, c'est très important. Mais il y a également la question de la réparation, pour rappeler que la réparation des atteintes à la santé liées au travail a été pensée non seulement pour dédommager, indemniser les victimes, mais aussi comme un incitatif pour les employeurs à adopter des mesures de protection de la santé des travailleurs, qui est une obligation légale.
obligation de sécurité de résultat. Et donc, à ce titre, on peut souligner que le système de réparation, bien qu'il soit relativement plus ouvert en France que dans d'autres pays d'Europe, comme le monde des études comparatives, reste encore très limité en termes d'accessibilité, et notamment les problèmes de santé psychique ne sont pas pris en compte. Or, on l'a vu, ils peuvent toucher particulièrement les femmes, mais bon, je ne veux pas non plus éluder les problèmes de santé qui concernent les hommes et qui rendent, pour lesquels l'accès à la réparation maladie professionnelle est également difficile. Donc, il faut vraiment intégrer ces dimensions de genre, mais les dimensions plus larges d'invisibilité et de non-recours au droit et de non-accès au droit dans le dispositif de réparation. Et puis, j'ai envie de dire, et là, je prêche pour notre chapelle de chercheurs et de producteurs de statistiques aussi, c'est qu'on a vraiment besoin qu'au-delà de nos grandes enquêtes dans lesquelles on est bien conscient de ces choses et on intègre le maximum de données sociodémographiques contextuelles pour comprendre la construction des parcours de vie et de santé, on a besoin aussi que la statistique publique inclue systématiquement, alors bien sûr le sexe c'est déjà le cas, la profession c'est pas le cas sur les certificats de décès, on n'a pas de données fiables sur la profession, on a une donnée approchante sur la position sociale qui va commencer en début d'année à être recueilli, y compris chez les inactifs et les retraités au moment du décès, alors qu'avant ça concernait uniquement les actifs au moment du décès, mais qui n'étaient pas exploitables. Et on aurait besoin également d'avoir des éléments sur l'histoire migratoire des personnes, puisque il est important de tenir compte des mécanismes plus larges de division sociale du travail et des risques, qui sont bien des mécanismes de division sexuelle, mais qui sont aussi des mécanismes de division en fonction de l'origine. Ça a été documenté dans d'autres pays et la France n'échappe pas à cette exception. On est simplement moins bien outillé pour le montrer jusqu'ici. Eh bien, écoutez, merci mesdames pour ces réponses complètes. Je pense que votre intervention de la fin est assez éloquente pour nos rapporteurs parce que la santé des femmes au travail, elle est liée au travail, mais le travail évolue très vite. Et c'est vrai que lorsque vous nous avez proposé tout à l'heure, en 2010, des résultats, on sait bien qu'aujourd'hui, ben oui, la Covid, ça a modifié aussi l'organisation du travail, le rapport au travail, et des nouvelles méthodes de travail sont apparues. Le télétravail, on a désormais un télétravail qui impacte aussi de manière importante et peut-être différencier les femmes et les hommes. Donc la nécessité d'avoir des données genrées, des données également par secteur d'activité et des données aussi par taille d'entreprise. Et Marie-Pierre Richet le disait tout à l'heure. Donc on le voit, c'est un sujet extrêmement vaste parce que le sujet n'a pas été longtemps documenté et qu'on doit faire ce travail d'état des lieux aujourd'hui et de prospective aussi pour demain parce que les inégalités salariales, les inégalités d'emploi ont un impact, ça on l'avait imaginé, sur la santé des femmes tout au long de leur vie. Mais vous l'avez dit, et moi je l'ai un peu découvert ce matin, l'inactivité aussi a un impact considérable sur la santé des femmes lorsqu'elles sont contraintes du fait des parcours et des époques charnières de maternité notamment, eh bien, à quitter un travail. Et ça, pour moi, c'est une nouveauté. Je n'avais pas vu cette inactivité comme une mise en danger de la santé des femmes à ce moment-là. Donc, merci, mesdames, pour ces éléments de précision ce matin. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à nous envoyer des données chiffrées, genrées, sectorisées, parce que on l'imagine bien, la Seine-Saint-Denis, c'est une photographie, mais ce n'est pas forcément la photographie de tous nos territoires. Donc, nous sommes avides de recevoir encore d'autres informations qui pourront aider nos rapporteurs à avancer sur ce travail de la santé des femmes au travail. Merci.